Allez, comme d'habitude, j'ai préparé beaucoup trop de choses, donc je vais essayer d'aller vite sur l'essentiel, vite à l'essentiel et moins vite sur l'essentiel. Donc, la question qui vous a amené ici, c'est le traitement de la fameuse pièce de théâtre de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Comme vous le voyez, je prends toujours mon schéma habituel, je confronte une œuvre littéraire au programme du bac à une œuvre philosophique dans l'idée d'avoir une perspective un peu proche de la HLP, donc humanité, littérature et philosophie, et pouvoir aussi aborder un certain nombre d'autres thématiques que je ne peux pas forcément aborder dans le cadre du cours parce que le sujet du bac est cadré. Je vais y revenir immédiatement. Je ne présente pas beaucoup plus Musset, vous le connaissez, un homme fantasque qui va avoir une liaison mouvementée avec George Sand, une carrière littéraire certaine et un certain sens de la démesure. Il est connu en particulier pour On ne badine pas avec l'amour, qui est au programme au bac depuis l'année dernière. Et comme vous le savez, dans le programme du bac, il y a aussi un parcours associé et ce parcours qui est l'élément qui va cadrer un petit peu la réflexion autour de l'œuvre pour pouvoir prévoir les sujets de dissertation. Et ici, les jeux du cœur et de la parole. Donc un parcours qui va nous amener d'une part, évidemment, à réfléchir aux sentiments amoureux, mais aussi dans ce sentiment amoureux aux mécaniques de séduction, de manipulation éventuellement, que l'on soit séduisant, involontaire, positif ou séducteur, volontaire, négatif. Et surtout, va poser la question du jeu amoureux, du badinage donc, la question du jeu amoureux qui est aussi le jeu entre le cœur et la parole, c'est-à-dire cet espace dans lequel va jouer le cœur et la parole, le creux qui va permettre l'inadéquation de l'un à l'autre. Ça, c'est le cadre théorique, mais on peut avoir un cadre plus général. Nous sommes au 19e, qui est caractérisé par ce qu'on appelle le mal du siècle, que Musset lui-même a participé à théoriser, notamment dans le Confessions d'un enfant du siècle, que l'on pourrait définir un petit peu comme un genre de dépression généralisée de la société. De manière plus rigoureuse, on pourrait définir ça comme la frustration du vouloir vivre d'une génération après 1815, donc la défaite de Waterloo, du fait d'un conflit entre les obstacles sociaux et les aspirations des individus. Bref, les gens voudraient faire plein de choses, mais ils ne font rien par désespoir, par désillusion. Ils ne font rien parce qu'ils pensent que ce qu'ils feraient ne réussirait pas, du coup ils ne commencent même pas. Toute ressemblance avec l'actualité est évidemment fortuite. Donc, on est dans un cadre post-lumière. On a le romantisme qui va s'opposer à ces lumières, puisqu'il va s'agir de revaloriser l'émotion contre la raison qui était la caractéristique principale des lumières. Mais aux lumières va se mettre en place particulièrement une conflictualisation des relations entre la science et la religion, notamment du fait d'un certain nombre de découvertes scientifiques qui rentrent en concurrence avec les dogmes de l'Église. L'histoire est complexe, je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e, il va y avoir une véritable midification de cette opposition dans lequel la presse va jouer un grand rôle. Dernier élément, eh bien, c'est cette fameuse pièce, On ne badine pas avec l'amour, qui en fait raconte une histoire d'amour, un triangle amoureux extrêmement banal, un homme qui est amoureux d'une femme et qui, pour la rendre amoureuse de lui, va tenter de la rendre jalouse, c'est une stratégie comme une autre, et qui va se terminer par la mort de ce troisième personnage. Autour de ça vont graviter un certain nombre de vieux barbons et de vieilles mégères, mais le centre de l'histoire, c'est véritablement cette question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment vivre l'amour? Et surtout, comment vivre l'amour aujourd'hui? Parce que il n'est pas anodin de se pencher sur nos manières de vivre l'amour et de se rendre compte qu'en dernière instance, ces manières de vivre l'amour sont avant tout des manières politiques de vivre l'amour. Quand on prend l'évolution, je ne voudrais pas m'étendre parce que c'est le sujet du roman pour l'année prochaine, quand on prend l'évolution des manières de vivre l'amour, on pourrait de manière très schématique dire qu'il va y avoir, fin du Moyen-Âge, la courtoisie, puis à la Renaissance, la galanterie, puis au siècle des Lumières, le libertinage, et on se rend bien compte que ces évolutions de l'amour, en fait, suivent les évolutions d'un système politique qui va servir, on va dire, de cadre aux manières d'aimer. Ce cadre, on n'en est toujours pas sorti, puisque si on reprend même l'imaginaire des tradwives ou des masculinistes aujourd'hui sur les réseaux, on se rend bien compte qu'ils sont dépendants dans leur apparence d'aimer ou dans leur manière de montrer qu'ils aiment d'un système qui est en fait héritier des années 50. Et finalement, si on veut prendre le pendant l'égalité homme-femme, certes, c'est un projet politique, mais c'est un projet politique qu'il s'agit de mettre en œuvre déjà au sein du couple.
Donc en réalité, on aime de la manière que la politique nous amène à aimer. Et là, on commence à effectuer ce fameux basculement qui fait que je vais aujourd'hui vous parler de Musset, mais je vais aussi vous parler de politique. Parce que en réalité, quand on prend le mal du siècle, on se rend compte que c'est une dépression liée à une situation sociale et politique, desquelles de jeunes gens sont insatisfaits, que la construction de la conflictualisation des sciences et des religions est en fait elle aussi une construction politique, notamment par les organes de presse. Et enfin, je l'ai démontré juste avant, eh bien la pièce parle justement de ces manières politiques de vivre là. Alors évidemment, nous avons une éthique et une déontologie à respecter en tant que professeur. Donc ici, il ne s'agit pas d'un discours politique dans le sens très ancré dans la contemporanéité du vote qui va arriver. Il n'y a rien de politique évidemment dans ce que je vais dire, mais en même temps, parler de politique au sens propre, c'est parler des relations interpersonnelles, puisque la politique, c'est avant tout les liens qui se créent à l'intérieur d'une police, d'une cité, donc les liens entre les individus. Pour ce faire, je ne vais pas parler de mon avis parce qu'il importe peu et il ne vous intéresse pas beaucoup. Je pourrais vous dire que le problème, c'est évidemment le capitalisme, mais ça, c'est la carte qu'on balance à chaque fois, c'est facile. Donc, je vais m'appuyer sur un penseur, un philosophe, qui s'appelle Jean-Claude Michéa, et c'est ce penseur que j'aimerais mettre en regard de Musset. Alors, Jean-Claude Michéa est un penseur qui embête un petit peu. Je l'ai aussi choisi parce qu'il est relativement inclassable. Quand vous tapez son nom sur Google, dans les premiers résultats, c'est un philosophe de gauche adoré par la droite. Bon, on a du mal à savoir qui il est, ce qu'il pense. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, je trouve, son aspect polémique. Puisque, en réalité, pourquoi est-ce qu'il est adoré par la droite? Parce qu'il tire à balles réelles sur la gauche. Et c'est aussi une des critiques qui lui est posée à gauche. En fait, l'idée majeure, c'est que ce ne serait l'homme que d'un seul livre, qu'il réécrirait à l'infini. Mais finalement, Marivaux a fait la même chose. Il dit lui-même que toutes ses pièces sont des surprises de l'amour, sa première pièce. Donc, finalement, tous les livres de Michéa seraient le même livre réécrit à l'infini, qui serait adapté à l'ère du temps avec des nouvelles blagues. C'est sûrement pour ça que je l'aime bien, avec des nouvelles blagues qui colleraient plus à l'actualité. Si je mets un petit peu de côté cet aspect polémique de cet auteur, je vais m'intéresser principalement, c'est le titre de la conférence, à son livre qui s'appelle La double pensée, Retour sur la question libérale, qui est lui-même en fait une extension d'un autre livre qui le précède, qui s'appelle L'Empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale. Vous l'avez vu dans l'invitation pour celles et ceux qui l'ont reçu, qui l'ont lu jusqu'à la fin. Je vais m'intéresser justement à cette question du libéralisme appliquée sur le 19e, tout en sachant que cette intuition de Michéa, qui est une intuition qui le suit de livre en livre, est datée, puisque les livres dont je vous parle là, c'est 2007 et 2008, donc ça n'a rien du tout d'actuel. Mais l'hypothèse qu'il pose sur la naissance du libéralisme, elle me paraît intéressante, notamment lorsqu'on la met en perspective avec notre pièce. Je vous propose donc que ces deux livres, en réalité, constituent le cadre théorique de mon analyse. Par ailleurs, j'aimerais me livrer à un petit exercice pour essayer de vous faire toucher du doigt, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'élèves, mais tant pis pour eux, je voudrais vous faire toucher du doigt ce que c'est que la recherche en littérature. Parce que c'est quelque chose aussi qui est pas très connu. Autant la recherche scientifique, on voit bien ce que c'est, autant la recherche en littérature, on voit pas trop. Comme toutes les recherches, en fait, elles s'appuient sur des hypothèses. Ces hypothèses, je vais les formuler, je vais voir comment je peux les appliquer, quelles sont leurs limites, et éventuellement les réévaluer. C'est un petit peu la progression que je suivrai sur mes parties. Mais il faut quand même partir d'une prémisse, d'un postulat de base, et ce prémisse, pour moi, il sera double. Première prémisse, c'est que je vais considérer que la pièce « On ne badine pas avec l'amour » est le produit de son époque. Par produit de son époque, j'entends le fait qu'elle sera représentative de manière inconsciente de son époque, dans le sens où elle représente son époque sans que son but soit de représenter l'époque. À aucun moment, Musset n'a pour but de représenter le 19e, mais parce qu'il écrit au 19e, en fait, son livre traduit les conceptions, les théories, les idéologies qui traversent le siècle. Ce sera mon postulat de départ. Deuxième postulat, c'est que l'intrigue amoureuse qui est centrale dans l'œuvre, aucun problème là-dessus, est en réalité sous-tendue par un ensemble d'intrigues qui, elles, sont d'ordre politique, aussi bien politique au masculin, le politique, dans le sens les relations interpersonnelles, que la politique, au sens des institutions politiques qui cadrent les relations entre les personnes qu'elles dirigent. Tout cela me permettra donc d'émettre un certain nombre d'hypothèses,
que je réévaluerai au fur et à mesure, puisque l'objectif, c'est de parler de politique, mais c'est aussi de parler d'histoire, et du coup, d'histoire politique. Comment est-ce que la politique advient et qu'est-ce qu'elle devient? Tout cela me permettra de traiter cette problématique. En quoi on ne badine pas avec l'amour révèle-t-elle inconsciemment les fondements réels du libéralisme? Je vais commencer immédiatement en essayant de vous résumer l'hypothèse de base de Michéa. L'hypothèse de base, elle est extrêmement simple, c'est que on oppose traditionnellement la gauche et la droite, libéralisme de gauche et libéralisme de droite, alors que cette opposition est factice. Donc l'hypothèse de base, elle est posée dans l'Empire du Moindre Mal, dans laquelle il définit le libéralisme comme la configuration historique originale dominée par l'ensemble des phénomènes qui constituent la forme matérielle de l'imaginaire de la croissance. Je simplifie. Pour lui, le libéralisme ne pouvait advenir qu'en une situation spatio-temporelle donnée, parce que techniquement, tout était en place dès le IIe siècle dans l'Empire romain pour créer le libéralisme. Or, le libéralisme ne date pas du IIe siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Donc, quelles sont les conditions qui vont pouvoir favoriser cette émergence? Et il en donne deux. Première condition, c'est une condition politique, notamment parce que le XVIe siècle est caractérisé par une période d'intense guerre civile. On a 8 guerres civiles sur la deuxième moitié du XVIe siècle, donc du fait justement de l'opposition à l'intérieur de l'État des catholiques et des protestants, ceux qui vont devenir les catholiques parce que les protestants protestantes, et ça va créer un climat politique extrêmement tendu dans lequel on va se mettre à remettre en cause les notions de bien et de mal. Deuxième condition, qui est une condition culturelle, c'est le passage de la Gaia Scienza à la Scienza Nova. Donc là, je commence à connecter toutes mes conférences. Gaia Scienza, c'est ce qu'on avait vu par rapport à Rabelais, si vous vous en souvenez. Si vous vous en souvenez pas, je résume. Gaia Scienza, c'est l'alliance de l'art et de la science dans un but éducatif. Et la Scienza Nova, c'est le rejet, la séparation plutôt de l'art et de la science. Et donc, cette fameuse science nouvelle qui va nous permettre de définir l'humain et surtout de le définir de manière objective. C'est ce qui fera dire du coup à Descartes que l'homme doit se faire maître et possesseur de la nature. En d'autres termes, là encore, dans cette évolution scientifique, on va avoir un coup de pied qui est mis dans les tibias de la religion, puisque ça fait vaciller le rapport de l'homme à son environnement. Dans les deux cas, la religion est un petit peu embêtée. C'est ça les conditions, la condition politique, la condition culturelle qui, selon Michéa, va permettre l'émergence de ce fameux libéralisme. À cela, je vous donnerai un exemple un peu plus parlant, c'est l'exemple de Machiavel. Dans Le Prince, Machiavel s'appuie lui aussi sur deux évolutions. Une première évolution qui est l'idée selon laquelle l'homme n'est plus ni bon ni mauvais, il est, c'est tout, et la plupart du temps il est mauvais. C'est une nouvelle conception humaine qui n'a plus rien à voir avec la conception chrétienne selon laquelle l'homme est né bon. Et autre postulat, c'est que l'homme politique n'a plus besoin d'être exceptionnel, d'être exemplaire. L'homme politique devient un homme comme un autre. C'est ce qui lui fera dire qu'il doit se comporter comme un lion et comme un renard pour pouvoir, entre autres, sauvegarder sa place au sommet de l'État. C'est ce qu'il nomme la raison d'État et qui va développer le courant du réalisme politique, compris comme la manière de diriger les humains tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils doivent être. Tout ça alors va culminer avec Adam Smith qui, dans La richesse des nations, va donner une assise beaucoup plus théorique et qui va considérer que finalement ces conditions politiques vont donner naissance à ce qu'il appelle le droit et la condition culturelle naissance à ce qu'il appelle le marché. Il s'appuie en cela sur la fable des abeilles de Mandeville qui est publiée en 1714, dont peut-être vous connaissez la devise, la moralité, qui est « les vices privés font les vertus publiques ». Donc l'idée c'est il faut cultiver l'égoïsme parce que plus les gens seront égoïstes, plus ils permettront de relancer la croissance. Toujours très actuel. À partir de là, du coup, Michéa va définir ces deux libéralismes, le libéralisme de gauche comme l'idée d'un état minimum axiologiquement neutre, donc dans lequel il n'y a ni bien ni mal, permettant que l'usage des libertés individuelles n'empiète pas sur celles des autres. Et donc le libéralisme de gauche sera du côté du droit. À l'inverse, le libéralisme de droite sera du côté du marché et reposera sur les principes du doux commerce considérés comme nécessaires et suffisants à la pacification de l'État. Soit on augmente les libertés, soit on augmente la concurrence.
C'est le double postulat qui va fonder, selon Michéa, le libéralisme. Maintenant, il va falloir qu'on voit comment ça s'applique concrètement et surtout concrètement dans l'œuvre. Le libéralisme, puisqu'il s'appuie sur un système axiologiquement neutre, repose avant tout sur la privatisation des valeurs morales. Je vous ai dit, il va y avoir une opposition entre la science et la religion. Elle n'est pas nouvelle au 19e, mais elle va s'accentuer. On le voit notamment à travers le procès des Fleurs du Mal, puisque peut-être que vous savez que Baudelaire était jugé pour outrage aux bonnes mœurs et outrage religieux. Dans le procès, on va oublier complètement l'outrage à la religion pour ne conserver que l'outrage aux bonnes mœurs. Donc il y a une décorrélation au 19e, le procès c'est 1857, il y a une décorrélation entre ce qui est bien selon la religion et ce qui est bien selon la société. Cette décorrélation, cette séparation entre la science et la religion, on va la voir en fait dans l'œuvre à travers cette réplique prise au hasard quasiment de Maître Blasius, Ita idépole par Dieu si je le sais, où là vous avez à la fois une expression d'ordre religieux, par Dieu, et en même temps vous avez cette expression latine qui veut dire par pollux. Donc en fait lui-même qui est prêtre, il va mixer toutes les religions. Certes ce sont des façons de parler, mais c'est relativement représentatif du fait qu'il y a une décorrélation complètement du religieux et de la vie contemporaine. Dans la pièce, évidemment, la religion sera représentée par Camille, qui sort du couvent et qui veut y retourner, et la science par Perdiccas, qui vient d'être reçu docteur et qui va être caractérisé justement par son savoir, notamment dans ses nombreuses prises de parole. Ce qui est intéressant, c'est que on va observer dans la pièce comme dans le contexte de ce siècle-là une remise en cause de la religion par la science, notamment au travers de la scène 2, acte 2, scène 5, dans laquelle, à travers le discours de Perdiccas, finalement Camille va se mettre à avouer la véritable raison qui fait qu'elle ne veut pas l'épouser. Au début de la pièce, elle nous dit « je ne veux pas t'épouser parce que l'amour humain ne vaut pas l'amour divin, donc je veux l'amour divin ». À l'acte 2, scène 5, rupture, on se rend compte que pourquoi est-ce qu'elle a peur de l'amour humain? C'est pas parce qu'elle préfère l'amour divin, mais parce que on lui a fait peur au couvent à travers un certain nombre d'histoires qui se finissent mal, histoires à laquelle elle sait identifier, j'ai pas le temps de lire mais vous y reviendrez éventuellement, acte 2, scène 5, où dans son discours va se brouiller la troisième personne et la première personne, elle va véritablement s'identifier à l'histoire qui lui est racontée, elle pleure en même temps que la sœur qui lui raconte ses désespoirs, etc. Et finalement, à partir de ce moment-là, le vernis de croyance de Camille va se mettre à craquer. À partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et elle va se mettre à jouer justement de séduction envers Perdiccas. On se rend compte qu'on est sur des problématiques qui sont très proches d'une autre pièce antérieure, le Tartuffe de Molière. Donc vous avez ici Orgon caché sous sa table. Et en fait, ce sont véritablement les mêmes questions. Pourquoi ? Parce que aussi bien la croyance de Tartuffe que la croyance de Camille, on peut en douter. Il n'est pas possible de prouver la croyance. Pourquoi ? Parce que toute preuve de la croyance est forcément une preuve extérieure de croyance. Or, on peut falsifier l'extérieur. On n'a jamais accès véritablement à ce qui est à l'intérieur. Dans notre caisse, on va avoir le portrait de la bisaïeule, la religieuse. Voici comment nous l'a décrit le baron. C'est ta bisaïeule, du moins la sœur de ton bisaïeul, car la chardane n'a jamais concouru pour sa part, je crois, autrement qu'en prière, à l'accroissement de la famille. C'était, ma foi, une sainte femme. Oui, une sainte, c'est ma grande-tante Isabelle, comme ce costume religieux le voit bien. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'elle est religieuse ? Pas à sa croyance. Parce que on se rend compte que son comportement, il est mis entre tirets, il y a des modélisateurs, je crois. Donc son comportement de religieuse n'est pas une preuve. C'est quoi la preuve ? Son costume. Voilà. Ce problème, c'est le même que pour l'amour. On ne peut pas prouver l'amour de la même manière qu'on ne peut pas prouver la foi. Perdiccas a beau dire à toutes les femmes qu'il aime, le problème c'est qu'il le dit à toutes les femmes. Donc on ne peut pas prouver ni la croyance, ni la foi, et c'est ce qui est représenté ici. On se retrouve du coup dans une situation analogue non plus au Tartuffe, mais au Don Juan, où Don Juan va séduire simultanément sur scène à la fois Mathurine et Charlotte, et sur la scène, chacune croit qu'il l'aime. Mais évidemment, nous, spectateurs, nous voyons que c'est faux, puisque nous avons accès aux apartés. À l'inverse de ça, Perdiccas, lui, fait ce que Camille appelle le métier de jeune homme, qui est donc, comme elle le définit, d'avoir des maîtresses. Alors ici, c'est le personnage de Perdiccas que l'on va interroger, et notamment son rapport à la mort. On en a déjà un petit peu parlé. Ce qui est symptomatique, je trouve, c'est l'usage que l'une et l'autre font du terme amant. Amant, Camille l'utilise dans le sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire qui aime et est aimé en retour. Voilà mon amant, elle montre son crucifix. J'aime Dieu, Dieu m'aime. Perdiccas, lui, l'utilise dans le sens du XIXe, dans le sens contemporain de la pièce.
Cet amant-là n'exclut pas les autres. C'est un sens sexuel, clairement. Ici, à travers le jeu de mots, on se rend bien compte de la différence entre les deux. Ils ne sont pas du même siècle, ils ne sont pas du même temps, et donc leurs postures, ne peuvent pas cohabiter. En réalité, la question qui est posée par l'une comme par l'autre, c'est celle de la transactionnalité de l'amour. À partir de quand on aime pour de vrai? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que le mariage est une véritable preuve d'amour? En réalité, il s'agit ici d'une définition libérale de la liberté, puisque on se rend compte que la liberté, dans ce contexte-là, c'est le droit et le pouvoir de définir arbitrairement ses propres valeurs morales. On ne peut pas dire que Camille dit des mensonges, on ne peut pas dire que Perdiccas dit des mensonges, tout simplement parce qu'au moment où ils le disent, ils croient ce qu'ils disent. La liberté, elle relève de l'individu, elle ne relève plus de la morale. En cela, il est symptomatique d'étudier la fin de la pièce. Elle est morte, adieu Perdiccas. Moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que Rosette vient de mourir et ça se finit. On n'a pas de jugement divin, parce qu'on a passé le temps à nous dire que de toute façon, Dieu, c'était discutable. On n'a pas de jugement humain, parce que la pièce s'arrête, et eux-mêmes ne se jugent pas. Elle est morte, ça n'est pas nous l'avons tuée, alors même que c'est ce qui s'est passé. Si elle est morte, c'est bien à cause d'eux. Eux-mêmes se déresponsabilisent. Notre cœur est pur, dit Perdiccas juste avant, 2 scènes avant. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? On se retrouve dans ce que Michéa appelle l'idéologie du bien. Et idéologie du bien, ce que la société valide comme étant le bien, et non plus comme ce que la morale édicte. Il l'a défini du coup comme des constructions métaphysiques arbitraires, généralement liées au dogme d'une église ou de la ligne d'un parti, et qui servent dans l'histoire à cautionner le pouvoir d'une élite ou d'une inquisition quelconque. On reviendra sur ce truc-là. Ce qui est symptomatique, c'est pas qu'ils sont pas jugés, c'est que ce sont les dominants qui échappent au jugement. On se retrouve donc face à une question qui est celle de l'unité du libéralisme. Voici mon hypothèse, Perdiccas et Camille sont opposés. Perdiccas représente la libération des mœurs et Camille proposera la conscience morale, le conservatisme moral. Perdiccas, globalement, sera de gauche, Camille sera de droite. Je simplifie pour l'hypothèse. Étudions ça. Est-ce que Perdiccas est de gauche? Bon, effectivement, il fait son métier de jeune homme, il va butiner à gauche à droite, il remet en cause la sacralité du mariage, il remet en cause même l'existence de la monogamie, et pourtant, il est le premier à accepter l'ordre de son père. Son père veut qu'il se marie, ok, il se marie, point. Aucune remise en question. Celle qui remet en question l'ordre établi, c'est Camille, qui, elle, non seulement refuse l'ordre du père, mais va même jusqu'à refuser la dernière volonté de sa mère, puisque c'était écrit dans son testament, qui se passe juste avant la pièce, c'est écrit dans son testament qu'elle désire qu'il se marie. Du coup, on se rend compte que l'hypothèse sur laquelle on a une opposition entre Perdiccas et Camille, elle est réversible en réalité, si on prend le prisme gauche et droite. Pourquoi? Parce que les personnages sont construits sur des paradoxes. On a un libéral de mœurs attaché au passé et à la loi. On a une conservatrice morale opposée au passé et à la loi, tout simplement parce qu'ils ont des conceptions différentes, lui du passé, qu'il idéalise, elle du futur, qu'il considère comme parfait. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans le souvenir de manière permanente, ça concerne la majorité de ses répliques, et elle, par le fait qu'elle est religieuse, eh bien, elle postule le fait d'un paradis, d'un monde meilleur qui suivra. Ça va s'accentuer avec l'ambivalence référentielle puisque on a un phénomène de mise en abîme dans la pièce et on pourrait considérer donc que Perdiccas représente Musset, que Camille représente George Sand, ce qui pourrait se justifier relativement facilement du fait du choix du prénom Épicène. Camille, c'est aussi bien masculin que féminin et George Sand est le pseudonyme d'une femme, pourquoi pas. En fait, plus profondément, on se rend compte que Perdiccas va exprimer les pensées de Musset, les paroles de Musset, telles qu'on les retrouve dans certaines de ses correspondances. C'est vraiment quasiment mot pour mot dans la lettre écrite par Musset, une réplique de Perdiccas. De la même manière, quand on compare la correspondance de George Sand au personnage de Camille, là encore, on retrouve cet amour de la religion, cette espèce d'enthousiasme, de futur radieux, etc. On le retrouve. Et pourtant, au centre, toujours dans ce fameux acte 2, scène 5, eh bien, on a une réplique qui est tirée de la correspondance de George Sand, mais qui est attribuée à Perdiccas. Comme si finalement, il y avait une interaction, une rétroaction des deux personnages. Finalement, l'un et l'autre représentent Musset, ce dont il est parfaitement conscient puisqu'il a déjà fait ce truc-là dans Les Caprices de Marianne. Il se représente à travers tous ces personnages. Mais du coup, cette hypothèse de la réversibilité interroge quant à la rupture finale. A priori, le destin voudrait qu'on annonce la rupture.
Or, c'est pas du tout ce qui arrive ici. Tout va dans le souhait de leur union, le souhait des parents, la mythologisation du passé par Perdiccas, la bague que Camille a offerte elle-même à Perdiccas, et évidemment la scène finale dans laquelle il va y avoir cette prière dans laquelle les personnages disent que Dieu est d'accord pour qu'ils soient ensemble. Donc, a priori, le destin ne devrait pas les séparer. On se retrouve dans la situation de personnages qui sont destinés à être ensemble, ce qui est paradoxal, mais que l'histoire sépare. De la même manière, un petit peu, que le libéralisme de gauche et le libéralisme de droite seraient destinés à être ensemble, mais seraient séparés par l'histoire avec un grand H. En fait, cette hypothèse que je vous ai présentée, gauche-droite, c'est une illusion rétrospective. Elle n'est pas bonne pour notre œuvre, tout simplement parce que le clivage gauche-droite, il n'existe pas en 1834, à l'époque de la pièce. En fait, on est plutôt sur un système de tripartition entre des bleus, des blancs et des rouges. Les bleus étant des bourgeois partisans de la raison du progrès et des droits de l'homme, les blancs des aristocrates réactionnaires, des conservateurs et nostalgiques de l'ancien monde, et les rouges, les socialistes nés du mouvement ouvrier et de la Révolution française. Si on veut reprendre la terminologie de Verne-Aurel, on a la France chimérique, la France catholique et la France satellite. Comment est-ce que cette répartition-là, politique, s'applique à notre roman ? Assez facilement, on peut classer Perdiccas du côté des Bleus, puisqu'il est caractérisé par son savoir et son idéologie du progrès, notamment du progrès moral. D'un autre côté, nous avons le baron qu'on peut clairement mettre du côté des Blancs, puisque ce qui l'importe, c'est sa posture à la cour et la conservation de son statut social. Il nous resterait du coup à mettre Camille chez les Rouges. Mais on est d'accord que, a priori, ça ressemblerait pas trop au personnage. Sauf à considérer ce que sont les Rouges en 1834. La posture politique des Rouges, c'est à la fois d'être héritier des Lumières et donc de promouvoir l'émancipation, ce qui est clairement ce qu'elle fait en refusant la volonté du père de Perdiccas, mais d'un autre côté, sans aucune nostalgie de l'ancien monde. Je ne suis pas assez vieille pour aimer le passé. Elle est résolument tournée vers l'avenir, ce qui, pour le coup, est plutôt une caractéristique politiquement de gauche. Donc, cette tripartition, elle nous interroge justement. En 1934, ils sont séparés. C'est normal, puisque les bleus et les rouges sont deux mouvances politiques qui n'ont aucune accointance. Par contre, si l'histoire les sépare à ce moment-là, en 1834, elle ne les séparera plus en 1899 avec ce qui va fonder la gauche moderne, notamment l'affaire Dreyfus, qui va voir se rassembler du même bord politique à la fois les bleus et les rouges dans la défense de Dreyfus. Ce qui va d'ailleurs être reproché par Rosa Luxembourg, qui écrira ceci: « L'entrée des socialistes dans le gouvernement liégeois n'est donc pas, comme on le croit, une conquête partielle de l'État par les socialistes, mais bien une conquête partielle du Parti socialiste par l'État bourgeois. » Qu'est-ce qui se passe en 1899 ? Eh bien, on observe la conjonction des intérêts bourgeois contre les intérêts aristocratiques, conjonction que Michéa définit ainsi comme la continuation tranquille du mode de vie présent, tempérée d'un côté par une répartition plus équitable des fruits de la croissance et de l'autre par une exhortation perpétuelle à lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion, qu'ils soient réelles ou fantasmées. Donc, à partir de là, à partir de 1899, oui, effectivement, Perdiccas et Camille deviennent de facto du même bord politique. Mais est-ce qu'ils sont pour autant bourgeois ? Est-ce que dans notre pièce, on peut dire qu'ils sont bourgeois ? A priori, non, puisque ce sont des aristocrates. Ils fonctionnent en vase clos, ils se marient à l'intérieur de leur famille pour préserver la pureté du sang. A priori, on ne peut pas véritablement les considérer comme bourgeois. De la même manière, la façon avec laquelle ils considèrent et ils parlent du cœur, qui est le personnage qui représente les villageois, ils en parlent comme des gardeurs de dindons, comme d'une fille sans nom, comme des manants, comme des vassailles. Donc oui, il y a une vraie posture aristocratique, qui n'a rien de bourgeois. Et pourtant, on est après la Révolution. Donc certes, c'est de la noblesse, mais c'est une noblesse sans noblesse. Et en quelque sorte, on se retrouverait dans une posture d'anti-bourgeois gentilhomme. Et si on retourne l'expression, anti-bourgeois gentilhomme, ce serait un noble méchant homme. C'est la manière dont Sganarelle décrit son maître dans Don Juan. C'est un grand seigneur méchant homme. On se retrouve exactement dans cette situation-là. Encore un lien avec Don Juan. Il s'agit donc d'une noblesse sans noblesse, tout simplement parce qu'elle va être caractérisée par l'abus du pouvoir et notamment l'exploitation des classes inférieures. A priori, c'est relativement transparent quand on voit l'usage qui est fait de Rosette dans la pièce. L'amour est conçu avec elle comme une relation hiérarchique descendante. Perdiccas va exploiter sa naïveté de manière à pouvoir la séduire sans que l'amour soit réel d'un côté comme de l'autre. On ne peut pas prouver véritablement que Rosette aime Perdiccas. Peut-être qu'elle est simplement obligée de répondre à ses avances parce qu'il est hiérarchiquement supérieur. Cette relation pourrait faire référence aussi à la problématique qui est soulevée dans le mariage de Figaro à travers le
droit de cuissage, qui est un droit beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait Beaumarchais, mais on voit l'idée. Et surtout, c'est une relation dans laquelle la liberté est complètement exclue. Rosette n'a pas le choix que d'accepter les avances de Perdiccas. Le libéralisme, ainsi, devient le droit de ceux qui possèdent le droit. Et ça, c'est une définition qu'on a déjà croisée. Je continue à faire des liens avec les conférences précédentes, quand je vous avais parlé de Balzac, puisque dans La peau de chagrin, 1831, c'est que 3 ans avant notre pièce, Raphaël de Valentin gagne une grosse somme d'argent et le banquier lui dit « Il est au-dessus de tout comme sont tous les riches, pour lui désormais les Français sont égaux devant la loi, est un mensonge inscrit en tête du code, il n'obéira pas aux lois, les lois lui obéiront, il n'y a pas d'échafaud, pas de bourreau pour les millionnaires ». C'est ça le libéralisme, c'est le droit de ceux qui possèdent le droit. Et c'est fort bien représenté dans notre pièce. Il faut donc voir, maintenant qu'on a considéré un petit peu ce qu'est le libéralisme, comment est-ce qu'il fonctionne. Quels sont ses ressorts, quel est son moteur. Et l'hypothèse que je poserai est qu'il repose avant tout sur l'infantilisation des personnes qu'il est censé diriger. Reprenons. Le droit sépare. Pourquoi est-ce qu'il sépare ? Parce que plus on a des droits, plus les gens veulent des droits. Et on rentre ainsi dans une certaine forme de cercle vicieux qui devait nous amener à sortir de la guerre de tous contre tous et qui finalement nous y ramène. Quelle est la stratégie libérale ? C'est que plus le droit sépare, plus le marché va devoir réunir. Pourquoi ? Parce que ce marché va permettre les conditions décentes dans une société légalisée, et c'est-à-dire de transférer cette fameuse guerre de tous contre tous à simplement une concurrence généralisée. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les citoyens deviennent des consommateurs. Ici, Jean-Claude Michéa va reprendre une thèse de Christopher Lasch. Le développement d'un marché de masse détruit l'intimité, décourage l'esprit critique, rend les individus dépendants de la consommation qui est supposée satisfaire leurs besoins. Il définit un petit peu plus après. L'idée, c'est que nous n'avons plus véritablement de choix de vie, mais des choix de mode de vie. Finalement, on ne fait que se copier les uns les autres du fait d'un mécanisme que je développerai un petit peu plus tard. À travers cette idée de concurrence généralisée, on retrouve bien cette espèce d'anthropologie dite réaliste des hommes comme ils sont et non pas comme ils devraient être, puisque quand on reprend ce que disait globalement Machiavel, il faut partir du postulat que l'homme est peut-être naturellement mauvais et en tout cas qu'il serait égoïste de nature. Michéa s'inscrit en faux contre ça et il va distinguer 2 types d'égoïsme, l'égoïsme de l'adulte et l'égoïsme de l'enfant. Et ce qu'il dit en substance, c'est qu'on a l'impression que l'égoïsme est naturel parce qu'on le retrouve chez les enfants, alors qu'il n'a rien du naturel, il est simplement initiable. L'objectif de la culture, c'est justement d'éduquer l'enfant à sortir de cet égoïsme. Et finalement, une éducation qui ne ferait que placer l'enfant au centre, ne lui permettrait pas de grandir. Exprimer sa nature, c'est en réalité, selon Michéa, le pire à faire quand on doit éduquer un enfant. Or, dans notre texte, on va retrouver ce truc-là. De manière générale, lorsqu'on atteint le capitalisme de consommation, il va falloir transformer les êtres humains en consommateurs infantilisés. Pourquoi infantilisés ? Parce qu'ils sont soumis aux seules lois de l'envie et du caprice. Il faut impérativement, dans le libéralisme, nous soumettre à cette loi-là. C'est quelque chose qui va développer un petit peu plus dans l'enseignement de l'ignorance. Je vous renvoie aussi à Michel Kluskar, Le capitalisme de la séduction, 2 grosses œuvres qui ont bien travaillé cette question-là. J'ai pas le temps d'en parler, mais voilà. Alors, si on prend nos personnages, déjà, il est symptomatique de voir que ce sont tous les 2 des personnages d'enfants. Alors, ils ne sont pas des jeunes enfants, mais ils sortent juste de l'adolescence. Perdiccas vient d'atteindre sa majorité, c'est-à-dire 21 ans. Camille, elle, en a 18. Ce sont des grands enfants. En tout cas, ils rentrent juste dans le monde des adultes. En quoi est-ce que Perdiccas est consommateur ? C'est relativement évident. Il consomme les femmes, c'est son aspect don Juan, pas de souci là-dessus. Plus compliqué sur Camille, je partirais du postulat que, en fait, ce qu'elle consomme, elle, c'est la religion. Parce qu'on a montré dans la première partie que sa relation à la religion était pas une relation de foi ni une relation de croyance, mais plus une relation de peur. C'est parce qu'elle a peur de l'amour humain qu'elle va aller se cacher dans les jupes de sa mère de substitution que serait l'Église. Donc, on a effectivement dans la pièce des personnages soit d'enfants, soit simplement infantilisés. Et quelle est la caractéristique de l'enfant ? Eh bien, c'est ce fameux égoïsme. Michéa écrit ainsi « Le pouvoir, la richesse et la notoriété, en séparant l'homme de lui-même, de ses semblables et de la réalité, infantilisent nécessairement ceux qui en sont les victimes, c'est-à-dire les maintiennent ou les replongent dans leur égoïsme infantile, donc initial. »
Or, on a effectivement un certain nombre de personnages qui possèdent du pouvoir, de la richesse, de la notoriété. Ce sont les aristocrates, ce sont les prêtres, ce sont les précepteurs qui vont aussi faire partie de la pièce. On se rend compte quand on considère les envies des personnages qu'elles ont toujours le même ressort et que ce ressort, c'est précisément la jalousie. Vous avez déjà fait jouer des enfants les uns avec les autres, ils veulent toujours le jouet de l'autre. L'envie chez l'enfant, c'est la jalousie. Sur le plan de l'amour, Perdiccas et Camille, la jalousie va être le moyen d'exprimer son amour. C'est parce que je suis jaloux de Rosette que finalement j'accepte d'aimer l'autre. Pour ce qui est de Maître Blasius et Maître Bridem, leur jalousie va se placer sur la perspective du pouvoir. Eux, ils sont jaloux l'un de l'autre parce qu'ils veulent parvenir, ils veulent gagner du pouvoir, ils veulent être tous les deux à la table du baron, être au plus proche de lui et donc bénéficier de ses largesses. Pour ce qui est de la notoriété, nous pouvons prendre le cas de Baron qui a honte et qui, parce que son mari épouse une gardeuse de dindons, ne veut plus reparaître à la cour. Pour ce qui est de Dame Pluche, elle, c'est sa posture de religieuse, qui est son statut. Je suis trop vieille pour commencer à porter des messages d'amour. Grâce à Dieu, j'ai vécu les mains pures jusqu'ici. Ici, la jalousie va servir justement à défendre son statut social, sa posture. Le problème, c'est que qui dit jalousie dit négation de la liberté de l'autre. Qu'est-ce que la jalousie, si ce n'est ce sentiment effrayant qui fait qu'un sujet est fondamentalement incapable de supporter une liberté autre que la sienne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est jaloux ? On va utiliser l'autre comme un moyen et non plus comme une personne. Là encore, de nombreux exemples dans la pièce. Rosette, évidemment, qui va servir de stratagème amoureux. On ne peut pas prouver que Perdiccas l'aime, mais pas non plus que Perdiccas ne l'aime pas. Elle va être au centre des stratégies aussi bien de Perdiccas que de Rosette. C'est ce qui va faire qu'elle meurt à la fin. Pour ce qui est de Perdiccas lui-même, il va servir à Maître Blasius à se faire valoir auprès de son père. Vous sentez bien que ça me fait quelque honneur à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Il a réussi parce que c'est grâce à moi. Et donc, du coup, je dois être récompensé de ça. Dame Pluche elle-même, qui va servir d'une part à donner la lettre, je vous l'ai dit, mais qui va aussi se faire voler la lettre, puisqu'elle va rentrer dans un système de stratagème de la part de Maître Blasius pour essayer de descendre son adversaire, Maître Bridem, et de voler cette lettre pour pouvoir avoir un fait concret à donner au baron. Mais Perdiccas et Camille aussi sont tous les deux des objets dans la perspective du baron, puisque finalement, certes, il veut qu'il se marie. On pourrait tout à fait penser que c'est parce qu'il a remarqué qu'il s'aimait. C'est pas du tout la justification qu'il donne. La justification qu'il donne, c'est « je suis vieux, je me fais chier parce que je suis 3 mois d'hiver et 3 mois d'été tout seul. S'ils se marient, ils resteront à la maison. » C'est ça sa justification. C'est véritablement ce qui le motive à ce mariage. En fait, cette jalousie va agir comme un fantasme de toute puissance. Comme on pourrait le voir, peut-être que vous avez lu La métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Elle a 2 phases dans son œuvre. C'est la phase autobiographique dans laquelle elle se décrit lorsqu'elle était enfant, bébé. Et elle se décrit comme Dieu. Pourquoi ? Parce que, comme Dieu, tout le monde l'adore, tout le monde satisfait à tous ses désirs avant même qu'elle le désire, etc., etc., etc. Et c'est exactement ce qu'on a dans cette pièce. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit tourné vers soi et donc nous servent nos propres intérêts. Cet égoïsme va donc aboutir à une distinction chez Michéa entre l'indépendance et l'autonomie. Une monade humaine, une personne humaine, peut être indépendante, du moins dans son fantasme, elle ne pourra jamais en tant que telle devenir autonome. Puisque la possibilité même d'accéder à l'autonomie, ou si on préfère grandir au muraire, suppose un rapport préalable à l'autre, donc une forme d'intersubjectivité, placée sous le signe du don. C'est pourquoi ceux qui n'ont jamais su dépasser leur égoïsme initial, en général, parce qu'ils n'ont cessé de rencontrer autour d'eux ni amour ni amitié véritable, ce que les Grecs nommaient philia, n'ont jamais pu devenir des adultes autonomes. Donc, en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est l'indépendance de toutes les conventions, l'indépendance de toutes les pressions sociales, et ils croient accéder par là à une certaine forme d'autonomie, ce qui, selon Michéa, est un leurre. Et en réalité, dans la pièce, on en a déjà parlé, mais les enfants, les personnages d'enfants, leurs parents sont relativement absents. Puisque Camille a une sœur de lait, Rosette, ça veut donc dire qu'elle a été abandonnée par sa mère à la naissance. Abandonnée, placée en nourrice. Mais sa mère n'est pas présente quand elle est enfant. De même, elle est envoyée au couvent pour son éducation. Elle est envoyée loin de sa mère. Juste avant le début de la pièce, mort de la mère. C'est parce que la mère est morte qu'elle revient, justement pour ouvrir le testament. Donc on a finalement une personnalité, là, un personnage plutôt, qui grandit sans figure maternelle auquel se référer.
De la même manière, les adultes, eux, vont se comporter comme des enfants. Absence totale d'autorité de la part des figures d'adultes. Les personnages de Maître Blasius et Maître Briden sont globalement uniquement des ventres sur pattes. Incapacité totale à interpréter, comprendre un discours. Discours extrêmement redondant dans la bouche du baron. Quand on lit cette réplique de Maître Blasius, on a l'impression d'entendre un enfant de 6 ans, là. J'étais donc dans la galerie, j'avais trouvé par accident une bouteille. Je veux dire une carafe d'eau, comment aurais-je trouvé une bouteille dans la galerie? J'étais donc en train de boire un coup de vin, j'ai dit un verre d'eau, etc. Réaction du baron. Quelle insupportable manière de parler vous avez adoptée. Vos discours sont inexplicables. À force de sauter du coq à l'âne sans cesse, on ne comprend plus rien. De la même manière, le baron est caractérisé par son incapacité à comprendre, là en l'occurrence la langue latine, mais donc il est bien caractérisé dans les 2 dernières citations là comme un personnage qui ne peut pas interpréter les discours. Or, enfant, son étymologie, c'est infans, c'est qui ne parle pas, dans le sens qu'il ne peut pas avoir un discours structuré, raisonnable, etc. Ce qui est clairement la caractéristique du baron. Enfin, tous ces enfants, qu'ils soient adultes ou enfants véritablement, agissent par caprice. Je vous donne juste un exemple par rapport justement à cette relation amoureuse. La dispute à l'acte 3, scène 7 entre Camille et Perdiccas. Perdiccas finalement décide d'épouser Rosette, comme ça il rendra bien Camille jalouse. Et il va y avoir tout un jeu de ping-pong, là, des stichométies extrêmement rapides, qui vont mettre en scène justement que Rosette n'est qu'un prétexte. L'objectif, c'est avant tout de se crêper le chignon avec les autres. De manière plus spécifique, ils sont tous les deux pris sous l'angle du jeu pour reprendre le parcours. Je voudrais qu'on me file à court. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. De la même manière, Rosette, vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous les deux. Donc, véritablement, ils ne prennent l'amour que comme un jeu et comme un jeu d'enfant, sans conséquence. Tout cela amène donc à ces fameux mécanismes de déresponsabilisation qui relève d'une tonalité comique, c'est le cas pour Maître Briden et Maître Blasius, qui sont vraiment les comic relief de la pièce, mais qui vont aussi avoir une certaine tonalité tragique pour ce qui concerne Perdiccas et Camille. On a déjà parlé de ce fameux « elle est morte » qui n'est pas un « nous l'avons tué », mais ils vont rejeter la faute sur l'orgueil notamment, alors même que Perdiccas avait dit que l'orgueil n'était pas de son fait. À la fin, c'est l'orgueil. Voilà, c'est la faute à l'orgueil. De la même manière, le rôle du cœur, comme annonce du destin, va jouer à plein. On a dit que tout concourait à l'union des 2 personnages, mais tout annonce aussi la mort de Rosette. Elle veut mourir fille, c'est le cœur qui dit ça à l'acte 1, scène 5, donc très tôt dans la pièce. Finalement, si c'est le destin, c'est pas véritablement leur faute. La déresponsabilisation est une caractéristique du héros tragique. Ce n'est jamais sa faute. On se retrouve donc dans cette situation où c'est la faute de tout le monde, jusqu'à ce que ce soit la faute de Dieu. C'est la dernière réplique de Perdiccas. Lui qui ne croyait pas, finalement, Dieu, c'est bien pratique d'y croire quand il faut trouver un coupable. Alors maintenant, comment fonctionne le désir? Le désir est mimétique, ça c'est la théorie de René Girard. La jalousie est le marqueur de l'égoïsme et donc le ressort de l'intrigue amoureuse. Et je vais vous faire très rapidement la théorie de René Girard. Il y a 5 étapes, c'est une théorie littéraire, puisque à la base il étudiait des bouquins. Au début, le désir il est mimétique. On copie l'autre. L'amour de Perdiccas pour Rosette va engendrer l'amour de Camille pour Perdiccas. Le vœu de mariage de la mère devient le vœu de mariage du père, devient le vœu de mariage du Perdiccas. Finalement, il faudrait remonter la chaîne des causalités de désir. Ce désir, parce qu'il est mimétique, va entraîner une certaine forme de rivalité. La jalousie, évidemment, puis une certaine forme de dépossession de soi. À force d'être en confrontation avec l'autre, on va finir de plus en plus par ressembler à l'autre, et je vous fais grâce de cette fameuse robe neuve de Camille qui correspond à la robe neuve de Rosette. Finalement, elles changent toutes les 2 de robe à l'acte 1 et à l'acte 3 pour prendre chacune une robe neuve. Donc en termes de mise en scène, peut-être qu'il serait intéressant de leur donner exactement la même robe. Les moqueries par rapport à Rosette, puisque finalement elle va devenir la risée de tout le monde du fait qu'elle soit devenue une aristo. C'est parce qu'elle s'est fait prendre dans la cour des grands, dans tous les sens du terme, que du coup les petits vont la rejeter. Le retour progressif de Camille vers Perdiccas, puisqu'elle lui avoue son amour à la fin, et de Perdiccas vers Dieu, puisque sa dernière réplique est une prière. 4e étape, le bouc émissaire. Donc on va sacrifier un personnage, en l'occurrence ici c'est Rosette, qui va mourir effectivement, qui va aboutir à ce qu'il appelle l'origine de la culture.
dans notre pièce, c'est le triomphe final du religieux, puisque Camille va retourner au couvent et va marquer du coup une séparation définitive avec le personnage de Perdiccas, qui va constituer l'amour comme religion, parce que relevant essentiellement de croyance. On ne peut pas prouver la croyance, on ne peut pas prouver l'amour non plus, donc on a cette équivalence qui se met à ce moment-là. Cette théorie de René Girard a abouti à une théorie non plus littéraire mais sociologique, parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voyait dans les bouquins, en fait, c'était la représentation du réel. Plus le sujet est sur le point de prendre conscience de ce qu'il apparente au rival haï, puis il lui faut nier cette insupportable vérité par une surenchère mimétique illimitée. Je vous fais grâce de la lecture de ça, acte 1, scène 3, c'est la description du cœur de Maître Blasius et Maître Vriden, et on voit que plus ils essayent de se différencier l'un de l'autre, plus ils se ressemblent l'un et l'autre. Cette théorie sociologique va relever finalement d'une sorte de loi générale du comportement humain qui s'adapterait bien en apparence à cette anthropologie négative qu'on a définie dans la première partie et qui va fonder le libéralisme. Tout d'une part, c'est le mécanisme central dans les libérations du marché, puisque l'individualisme du consommateur moderne finit toujours par engendrer des comportements mimétiques. Je veux acheter parce que j'ai vu que d'autres l'avaient acheté, c'est le principe de base de la mode. Mais ça va être aussi un mécanisme central dans la libéralisation des droits. Comme on avait dit au début de cette partie, il va y avoir une sorte de guerre procédurale. Le droit libéral ne peut s'accomplir réellement que comme le droit d'avoir des droits est sensible à l'infini. Parce que j'ai des droits, j'ai envie d'avoir plus de droits. Et plus les gens ont des droits, plus ils ont envie d'en avoir. Ainsi, on se rend compte que le modèle libéral repose avant tout sur l'idée de fuite en avant perpétuelle, qui serait la seule manière de pallier à ces systèmes, résoudre les problèmes qu'il crée lui-même. Juste, très rapidement, René Girard, réinterprété à la sauce américaine par Peter Thiel et Vance, gros problème. Donc, selon eux, ils réutilisent la rivalité mimétique pour justifier l'exclusion des populations, enfin n'importe quoi, quelque exclusion que ce soit. Ce n'est pas du tout ce que visait René Girard. Son biographe et ami proche, Benoît Chantre, rappelle que effectivement, chez Girard, on a l'idée selon laquelle une politique d'exclusion fonde les ordres culturels et donc que toute culture est fondée sur le meurtre. Ça, c'est effectivement du René Girard. Par contre, il serait faux de l'utiliser pour justifier l'exclusion, puisque pour Girard, il s'agit justement de sortir du cycle de la violence par la pompation. Et puis, il suffirait de lire Girard ou de l'écouter parler lui-même. Si la violence est aussi contagieuse que tous les autres comportements de l'humanité, pour la faire cesser, il n'y a qu'un remède. C'est ce que les évangiles appellent la règle d'or, c'est-à-dire faire aux autres non pas ce qu'ils vous font, mais ce que vous désirez qu'ils vous fassent. Donc, cette réinterprétation, cette recomposition de la pensée de Girard, elle n'est pas anodine parce que c'est aussi quelque chose qu'on va voir dans notre œuvre, j'en reparlerai dans le grand 3. Dernier mécanisme de soutien du libéralisme, c'est ce que Michéa appelle le contrôle ou la domination patriarcale et matriarcale. Bon, évidemment, c'est pas parce que c'est patriarcal que c'est que les hommes, c'est pas parce que c'est matriarcal que c'est que les femmes, c'est juste des temps généraux. Comment ça définit la domination patriarcale ? Elle se définit par un système répressif. L'objectif, c'est de soumettre le comportement extérieur, notamment par le droit. Du côté de la domination matriarcale, il va s'agir plutôt d'utiliser le chantage de manière à provoquer une autosubmission ou une adhérence au désir. Et dans ce cadre-là, on relèverait plutôt des mécanismes du marché. Mais dans les deux cas, il s'agit bien de mécanismes de soumission de l'individu. Simplement, il y en a un qui est visible, le droit, et un qui est invisible, le marché. Pour ce qui est du droit, c'est facile. Usage naturel de l'injonction, notamment sur les personnages inférieurs. Ils passent leur temps à utiliser des injonctifs, ils donnent des ordres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu d'ordres entre les personnages qui sont dominants et à égalité, notamment donc les trois personnages d'aristocrates, le baron, Perdiccas et Camille. Pour ce qui est de la domination matriarcale, ce qui est intéressant, c'est justement de voir en quoi est-ce qu'elle est invisible. La mère, elle est morte. Et pourtant, elle est à l'origine du projet de mariage. Et c'est ce projet de mariage qui entraîne tous les problèmes de la pièce. La sœur Louise, elle est au couvent, elle n'est pas présente dans la pièce. Et pourtant, c'est elle qui va implémenter tout le comportement de Camille. Sans sœur Louise, pas de problème dans la pièce. Chez Perdiccas, rhétorique de la nostalgie permanente, toujours le c'était mieux avant. Chez le baron, posture de chantage, dites-lui que je m'abandonne à ma douleur, de manière à le faire culpabiliser, et cette culpabilisation qui va avoir un rôle central à la fois dans la pièce et dans l'idéologie libérale selon Michéa.
Il s'agit donc dans la pièce de poser une nouvelle définition du mariage, une définition éminemment paradoxale, c'est Perdiccas qui la donne. Le mariage doit être un contrat d'amour éternel qui n'exclut pas d'aimer ailleurs. Il le dit très clairement. Camille lui dit « Et si un jour je vous aime plus, pas de souci, prenez des avant, aucun problème ». Le problème, c'est justement que ces mécanismes du marché sont invisibles, parce qu'ils sont invisibilisés. Et il faut donc prendre en compte les deux mécanismes, selon Michéa, parce que si on prend en compte que la domination patriarcale, certes, on sera plus dans une société dite disciplinaire, mais par contre, on sortira pas non plus des sociétés dites de contrôle. Finalement, cette main invisible du marché va rajouter à la guerre de tous contre tous une guerre de chacun contre lui-même. Un exemple spécifique de cet élément d'invisibilité, c'est toujours acte 2, scène 5. Sais-tu ce que c'est que les nonnes? Savent-elles qu'il y a pire encore que le mensonge? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font? Etc. Très souvent, on interpréterait ça comme des questions rhétoriques, ce qu'elles pourraient être. Effectivement, peut-être que Perdiccas utilise cette stratégie rhétorique pour persuader Camille, mais il est intéressant de postuler que justement, elles ne le savent pas. Parce que la domination inconsciente est extrêmement difficile à percevoir et à nommer comme telle, aussi bien par celles et ceux qui les subissent que par ceux et celles qui les exercent. On est tous au courant que lorsqu'on exerce la violence contre quelqu'un, on est dans une démonstration visible de contrôle. Mais on se rend moins compte de tous les mécanismes de contrôle invisibles qui régissent nos vies. Nos vies à nous, mais la vie politique de manière générale. Cette culpabilisation individuelle, dont on parlait tout à l'heure, va ainsi être intégré au logiciel libéral. C'est ce qu'on voit notamment avec la multiplication sans fin des coachs. On a des coachs pour tout, des coachs de vie, des coachs d'orientation, des coachs de séduction par rapport à notre pièce. L'idée selon laquelle les problèmes structurels sont moins importants que les problèmes individuels. Finalement, dans une entreprise, tant qu'on a une machine à café et une table de ping-pong, il n'y a pas de souci. Et l'instrumentalisation du ressentiment, de la peur, du dégoût, de l'amour de la patrie, etc. Ça, je pense que c'est suffisamment représentatif dans les médias que pour se passer de développement. Là encore, deux recommandations, Apicratie ou la civilisation des émotions de Illouz. C'est pas forcément toujours très carré sur le plan méthodologique, mais ça pose des questions qui paraissent intéressantes. En tout cas, ce qui est symptomatique du logiciel libéral, c'est justement cette manipulation des émotions qui vont invisibiliser la contrainte. Pour notre pièce, il est symptomatique de voir que le 19e va être, entre autres, un des marqueurs temporels du passage du mariage forcé au mariage d'amour. Et certes, on va quitter le mariage forcé, c'est-à-dire une domination patriarcale, une soumission explicite aux parents, à une domination en fait matriarcale. Certes, je suis plus soumis à mes parents, mais finalement, je suis toujours esclave de Tinder. Donc peut-être que vous savez que l'algorithme est fait pour ne pas trouver l'âme sœur, parce que si vous trouvez l'âme sœur, vous retournez plus sur l'application. Du coup, il y a un intérêt économique à ne pas satisfaire votre désir. Comme ça, vous revenez sans cesse. Donc l'idée, elle est là, c'est que certes, on a l'illusion d'une perte d'un contrôle exercé sur nous. Mais ça n'est qu'une illusion. Certes, il n'y a plus d'absence visible de liberté, mais il y a toujours une absence invisible de liberté. Dans les deux cas, il y a absence de liberté. Parlons d'Orwell, parce que Orwell, c'est lui qui donne le titre de notre livre, La double pensée. Le livre de Michéa s'ouvre avec justement cette citation d'Orwell dans laquelle il va définir ce que c'est que la double pensée. Je simplifie, je synthétise. La double pensée, c'est le fait de croire à un mensonge sans savoir que c'est un mensonge. D'accord ? C'est une espèce de gymnastique mentale où, pour reprendre l'exemple d'Orwell lui-même, vous devez être fondamentalement persuadé que 2 et 2 font 5. Et vous devez en être persuadé. Donc, cette double pensée, évidemment, elle va être utilisée à tort et à travers. Et pour pasticher un homme politique célèbre, il faudrait crier « Georges, au secours » parce qu'il y a un certain nombre de problèmes sur ces pensées-là, problèmes qu'on va essayer de résoudre avec Michéa ici. L'idée principale de Michéa, c'est qu'il n'y a aucune contradiction de principe entre la lutte des libéraux économiques et celle des libéraux politiques et culturels. D'accord ? Ça, c'est son idée de base. Le problème, c'est qu'il y a un rapport structurel des intellectuels, de la classe dominante notamment, à l'illusion. Il reprend ici Marx, la scission entre intellectuels libéraux de gauche et hommes d'affaires libéraux de droite peut même aboutir à une certaine opposition, une certaine hostilité des deux partis en présence, tant que tout va bien. Mais dès que tout va mal, dès que survient un conflit pratique où la classe est menacée, cette opposition tombe d'elle-même et on voit s'envoler l'illusion que les idées dominantes ne seraient pas les idées de la classe dominante, qu'elles auraient un pouvoir distinct de cette classe.
De la même manière, nous avons dans le système libéral la nécessité, comme dans 1984, d'un système de surveillance généralisé où chacun surveille tout le monde. Je n'ai pas besoin de présenter Twitter ou X. Mais si vous voulez un très bon exemple de comment fonctionne une vraie société communiste, c'est Wikipédia. D'accord ? Le fonctionnement de Wikipédia, c'est fondamentalement du communisme appliqué à la pensée, à la connaissance. Et quand vous prenez des géants de la tech qui veulent faire leur propre Wikipédia, je vous présente le projet Grokipédia d'Elon Musk. Donc c'est Wikipédia, mais fait par son intelligence artificielle, Grok, qui se nourrit, comme vous le savez, de Twitter. Et donc du coup, eh bien là, dans un cas où vous avez un cercle vertueux où chacun va permettre d'aboutir à une connaissance de plus en plus exacte, etc., sur le base d'un consensus interpersonnel. D'un autre côté, vous avez une intelligence artificielle qui, globalement, a pour effet de désinformer à pas mal de gens. Donc, prenons les présupposés qu'on a étudiés et essayons de voir en quoi est-ce qu'ils sont questionnables. Déjà, partons de cette idée fondamentale de l'anthropologie pessimiste. On a dit, ça fonde toute l'idéologie libérale, ça fonde notre pièce. À la fin, il a bien fallu que nous nous fassions du mal car nous sommes des hommes. Sous-entendu, c'est parce que nous sommes des hommes que nous nous faisons forcément du mal. Cette anthropologie pessimiste, elle est questionnable, éminemment questionnable. Et notamment, Michéa la questionne avec le concept de common decency qui reprend à Orwell. C'est un concept que Orwell ne définit jamais très clairement et que Michéa va définir en passant par Marcel Mauss, notamment son essai sur le don. La common decency pour Michéa, c'est être capable de donner, de recevoir et de rendre. Et dans cette espèce de triforce bénéfique, il y a nécessité d'avoir du temps long. Parce que c'est précisément parce qu'il y a du temps qui s'écoule entre le recevoir et le rendre que le rendre devient une espèce de contre-don. Ce que du coup l'économie, et l'argent en particulier, gomme totalement. Finalement, quand je paye quelque chose, ce que j'achète, c'est moins la chose que le temps que je devrais attendre pour rendre quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'on a des éléments dans notre pièce ? Eh bien, la common decency, pour Orwell, caractérise les gens ordinaires, ce que Michéa va opposer à ce qu'il appelle les Robert Macaire. Donc, les Robert Macaire, c'est un personnage de théâtre qui a une grande célébrité au 19e, notamment parce qu'il avait été interprété par Frédéric Lemaître, et qui est le parangon du parvenu. C'est celui qui utilise les autres pour parvenir à ses fins. Donc, l'égoïste de base, c'est l'équivalent théâtral du Georges Duroy dans Belle Amie. Et c'est précisément un problème pour Michéa parce que c'est à cause des Robert Macaire que tous les systèmes positifs finissent par se casser la gueule. Les socialistes ont systématiquement oublié que la volonté de puissance qui caractérise certains individus, conduisait toujours à l'échec des entreprises politiques les mieux intentionnées. Est-ce qu'on a des gens ordinaires dans la pièce ? Eh bien, la réponse est oui. Ils sont constitués par le cœur qui représente, c'est un personnage multiple, qui représente les villageois. En tant que figure du destin, puisque le cœur reprend la tradition du théâtre antique, il va donner un sens à l'histoire, aussi bien une direction, puisque la fin est prévue dès le début, qu'une signification. Et donc, dans ce sens-là, il représenterait bien ces gens ordinaires définis par Michéa et Orwell derrière. Le problème, c'est que dans la pièce, eh bien, il va y avoir un moment où ce cœur chante faux. Et c'est à la fin. Dans cette fameuse réplique de Rosette, on se moque de moi quand je passe, je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout noir. Là où la common decency, les gens ordinaires seraient caractérisés plutôt par le fait d'accepter les problèmes des autres, etc., eh bien, dans notre pièce, on va assister à une espèce de soupçon de la part du cœur qui relève justement de cette anthropologie pessimiste. Finalement, peut-être que Rosette est elle aussi un nouveau Robert Macaire. Peut-être qu'elle aussi, finalement, aurait accepté les avances de Perdiccas, non pas parce qu'elle l'aime, mais parce que ça lui apporterait un bénéfice personnel, un titre, de l'argent, etc. Et c'est ce soupçon peut-être qui l'a tué. On a fort commenté la responsabilité ou la déculpabilisation des deux personnages principaux par rapport à la mort de Rosette, mais il faudrait aussi questionner le rôle du cœur dans cette mort. Peut-être que c'est précisément parce qu'elle était rejetée de tous les gens qui étaient censés être ordinaires qu'elle se donne la mort. Alors, ce truc-là va mettre en scène une espèce de décomposition progressive des rapports entre les personnages, décomposition qui est en fait visible dès le début du bouquin, à travers les deux liquides qui sont demandés par les précepteurs qui arrivent. Maître Blasius arrive, il demande du vin. Dame Pluche le suit et elle demande du vinaigre. Donc, à chaque fois, même thématiquement, on va avoir cette représentation
de la déréliction, de la corruption progressive, parce que finalement, du vinaigre, c'est jamais que du vin pourri. Tous ces éléments amènent à un paradoxe, l'idée selon laquelle la pièce représente l'anthropologie pessimiste, tout en représentant quel est précisément le problème. Elle s'appuie sur cette anthropologie, tout en manifestant que c'est à cause de cette anthropologie qu'il y a une personne qui meurt à la fin. C'est quand même pas anodin. La volonté orwellienne de réenraciner le projet socialiste dans les valeurs traditionnelles de la common decency se situe donc bien aux antipodes du moralisme qui caractérise les idéologies du bien. Donc ça, on en a déjà parlé, je me réétends pas sur le sujet. Mais pour Michéa, rien n'autorise à inscrire le désir de pouvoir dans la nature humaine. Même si il l'accorde, on le retrouve bien chez certains, mais pas tous. Et s'il l'accorde aussi, il est évident que certains contextes sont favorables à ce désir de pouvoir. Il reprend alors ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je vous le fais en bref. Vous avez deux escrocs, ils se font prendre tous les deux, mais on n'arrive pas véritablement à prouver s'ils sont responsables ou pas. On les sépare, on leur donne cette question. Si tu le trahis, tu es libéré, mais l'autre est en prison à perpétuité. Si vous avouez tous les deux, vous prenez une peine de prison tous les deux de 10 ans. Et si aucun des deux n'avoue, bénéfice du doute, vous avez qu'un an. On se rend bien compte, quand on regarde le système, que la solution optimale serait que chacun se taise, parce que chacun ne ferait qu'un an. Sauf que quand on prend en compte uniquement ce que savent les personnages, les deux prisonniers en question, eh bien eux, leur choix, c'est soit je suis libéré et mon partenaire est en prison, soit je prends 10 ans. Donc dans les deux cas, finalement, je suis pas trop perdant, parce que ce que je risque si je me tais, c'est moi-même d'aller en prison à perpétuité. Donc on aboutit non plus à une solution optimale, mais ce qu'on appelle une solution dominante, c'est-à-dire que dans le cadre de partenaires égoïstes, la solution est forcément sous-optimale. Alors en fait, il y a un certain nombre de paramètres que j'ai pas le temps d'exposer ici parce que je suis déjà en retard. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à une vidéo YouTube de Monsieur Phi qui a donné tous les paramètres qu'on pouvait changer par rapport à ce dilemme, en quoi ça influait sur le résultat, etc. Ce qui est intéressant à voir, c'est ce que Michéa dit de ce fameux paradis. Et en fait, il reprend une analyse de Jacques Godbout qui dit en substance, dans un contexte égoïste, l'individu tend à adopter une attitude égoïste, mais dans un contexte généreux, il aura tendance à adopter un comportement généreux, ce qui fait dire à Michéa qu'il s'agit de mettre en place un contexte humain qui invite continuellement les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire développer autant qu'il est possible leur disposition psychologique et culturelle à l'entraide. Et en fait, tout ça relève de cette fameuse théorie du darwinisme social. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui mériteraient de survivre et pas d'autres? Ce darwinisme social n'a rien de darwinisme du tout. En fait, c'est une théorie qui vient de Herbert Spencer, qui va utiliser la théorie de Darwin de manière à confirmer de manière scientifique, en fait pseudo-scientifique, l'idéologie libérable. Comment est-ce que Spencer s'y prend? Il part de l'origine des espèces de Darwin et il synthétise en disant les mutations les mieux adaptées dans certains environnements se transmettent mieux dans cet environnement. Donc, loi de survie du plus apte ou du plus fort. Et lui, il se dit, ok, pas de souci. Donc, il suffit de laisser les inégalités naturelles s'exprimer pour que la médiocrité disparaisse d'elle-même. Donc, plus on aura pour, moins on aura pour. Voilà. C'est ça son idée. Ça n'a rien de darwinien, puisque Darwin lui-même va s'inscrire en faux contre ça, notamment dans la filiation de l'homme, où il va réfuter clairement ce qu'on appelle du coup le spencerisme. Mais bon, il n'y a pas eu besoin forcément de Darwin. Il y avait déjà Kropotkin qui était passé par là en écrivant un bouquin intitulé L'entraide, un facteur d'évolution, qui essaye de mettre en lumière d'un point de vue naturaliste le rôle de l'entraide, justement dans la perpétuation de certaines espèces aux dépens d'autres. Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'un darwinisme social à un darwinisme moral, ce qui est le cas dans l'anthropologie libérale et dans notre pièce, c'est qu'on opère ce qu'on appelle un sophisme naturaliste, c'est-à-dire une erreur logique. L'idée qu'il faudrait conclure qu'un phénomène observé dans la nature est nécessairement désirable parce qu'il est naturel. Ça, c'est un problème, tout simplement parce que la prémisse est fausse. Michéa analyse ainsi la décomposition des solidarités locales traditionnelles ne menace pas seulement les bases anthropologiques de la résistance morale et culturelle du capitalisme, en sapant également les fondements relationnels de la confiance, tels qu'ils prennent habituellement source dans donner, recevoir, rendre. La logique libérale contribue tout autant à détruire ses propres murs porteurs, c'est-à-dire les champs marchands et le contrat juridique. Pourquoi? Parce que si vous réduisez à néant la confiance les uns dans les autres, ce qui est le but de la concurrence généralisée, et ben après, vu qu'il n'y a plus de confiance, vous ne pouvez plus avoir confiance ni dans le droit, ni dans le marché.
Donc on se retrouve dans un système autophage qui se détruit lui-même sous le poids de ses propres contradictions. Par rapport à notre pièce, la question de Perdiccas par rapport au mariage, elle est légitime. On a entendu des gens qui disaient oui, mais j'en sais rien, l'homosexualité est contre nature parce qu'on l'observe pas dans le monde animal. Bon, déjà la prémisse est relativement fausse, mais d'autre part, moi je veux bien, mais du coup, est-ce qu'on observe le mariage dans le monde animal ? Pas forcément. La monogamie, parfois. Donc finalement, ça légitime parfaitement l'interrogation de Perdiccas. Et pour ce qui est de l'absence de jugement final, ça illustre là encore l'idée que plus on a du fric et du pouvoir, plus on peut s'abstraire des conséquences juridiques de ces faits. On en arrive donc à la mise en abîme de Musset. J'en ai déjà un petit peu parlé par rapport au fait qu'on les retrouvait, lui et Sand, à travers les personnages de Perdiccas et Camille, mais même dans la structure de la pièce, il va y avoir une certaine forme de mise en abîme. Parce que finalement, quand on y réfléchit posément, la structure de la pièce, c'est des personnages jeunes qui s'opposent aux volontés de mariage de leurs parents. C'est une structure extrêmement classique au théâtre. On en trouve chez Molière avec les Fourberies des Scapins, chez Marivaux avec les Fausses Confidences. Je me suis limité à 2 exemples, mais il y en a plein. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment est-ce que Musset réinvestit ce trope. Chez Marivaux et Molière, c'est la comédie qui va naître de cette opposition aux parents. La fin joyeuse va couronner la victoire de l'amour contre la vie des parents, même si, évidemment, à la fin, le statu quo social est respecté. Voilà, Zerbinette, on pensait que c'était une égyptienne, mais donc, finalement, non, c'était la fille du bourgeois, et donc, du coup, finalement, tout va bien, et les bourgeois se marient entre bourgeois. Bon, l'important, c'est qu'à la fin, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde rigole. Chez Musset, c'est l'inverse. C'est la tragédie qui va naître de l'opposition aux parents, et finalement, la fin tragique va entériner la rupture définitive des amants, qui auraient pu être heureux s'ils avaient suivi la loi parentale et s'ils avaient suivi le plan que Dieu avait pour eux. Donc on est dans un renversement complet du paradigme théâtral, on prend la même base, mais on en fait quelque chose de radicalement autre. Et selon moi, c'est lié au fait que Musset va illustrer non pas ses valeurs personnelles, mais bien les valeurs de sa classe. Ses valeurs personnelles, il n'a pas attrapé la syphilis par hasard, voilà, il a un petit peu gambadé, lutiné un peu partout, mais il reste fondamentalement attaché à sa classe aristocratique. C'est le fils de Victor Donatien, Musset de Patay, qui est haut fonctionnaire. Avec un nom à rallonge comme ça, il n'y a pas besoin de crier qu'il est aristocrate. Et dans un contexte politique qui est la monarchie parlementaire, il va recevoir la Légion d'honneur en 1945, il va intégrer l'Académie française en 52, coup d'État en décembre, et à partir de là, il va écrire des pièces de commande pour Napoléon III. On est quand même très loin d'un Victor Hugo. Donc il va finalement souscrire au pouvoir en place et s'intégrer dans ce pouvoir. Si on définit comme étant de gauche ce qui veut changer le monde et étant de droite ce qui accepte le monde tel qu'il est ou qui souhaite le retour à un monde passé, alors en fait on comprend le problème fondamental qu'on a depuis le début. On ne peut pas véritablement classer cette pièce comme de gauche ou de droite, tout simplement parce que ce qui est de gauche est destiné à devenir de droite. Pourquoi ? Tout simplement, si vous voulez changer le monde et que vous le changez, vous vous retrouvez dans un monde dont vous satisfaisez tel qu'il est, dont vous passez de droite. En réalité, quand on regarde l'infographie qui défile ici, le libéralisme, c'est de gauche au niveau de la Révolution française, mais dans les années 30, 40, qui sont les années dans lesquelles Musset publie sa pièce, elle passe progressivement de droite. Et il faudra attendre, on l'a vu, la fin du siècle, notamment avec l'affaire Dreyfus, pour revenir à des idéologies de gauche. Et fondamentalement, quand on regarde la définition de ce que c'est le libéralisme politique au 19e, c'est une monarchie parlementaire avec un suffrage censitaire, c'est-à-dire que vous devez être suffisamment riche pour avoir le droit de vote, et le système capitaliste. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ce qu'on pourrait considérer comme de la gauche aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était de la gauche. Pourquoi ? Parce que c'était un monde nouveau. Donc on se retrouverait dans des situations où nécessairement, ce qui est de gauche doit nécessairement devenir de droite. Cela se voit notamment dans les choix de publication qui vont être ceux des livres dont je parle. La pièce n'est pas représentée, elle est publiée dans les spectacles dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire représenter sa pièce dans les théâtres, tout simplement parce qu'il y a eu un échec théâtral en 1830, et après il a dit, typiquement, ils sont trop cons pour moi, donc ils ne méritent pas mon théâtre, je vais les publier tout seul dans mon coin, et il va publier donc des recueils de théâtre, avec leur pièce à l'intérieur, une première livraison en 33 et une deuxième en 34, dans laquelle il y a notre pièce, la deuxième livraison contenant un préavis au lecteur. Figure-toi, lecteur, que ton mauvais génie t'a fait prendre ce soir un billet d'opéra, te voilà devenu par terre, une galerie, et tu sais pas trop ce qu'on te chantera, mais mon livre t'offre une chance égale et il te coûte à peu près ce coûte une stalle, ouvre-le sans colère, lis-le d'un bon œil.
Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que certes, ça lui permet de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes techniques, notamment en termes de décor, dans la mutation romantique du drame. Et évidemment, quand vous regardez les décors qui sont présents dans la pièce, il y en a, je sais pas, une quinzaine ou moins, 15 décors différents. Donc ça, il peut le faire justement parce qu'il ne le représente pas au théâtre. D'un autre côté, il y a un truc terrible qui se passe. Parce qu'on va au théâtre pas seulement pour connaître une histoire, mais pour expérimenter de manière collective des émotions face à une œuvre d'art. C'est très différent d'aller au théâtre et de lire du théâtre. De la même manière que c'est très différent d'aller au cinéma et de regarder son film tout seul chez soi, chez Netflix. Ce qu'il introduit, c'est pas le seul, mais ce qu'il introduit avec ce choix de publication, c'est de l'individualisme dans la consommation du théâtre, tout simplement. À l'inverse, Michéa, son bouquin est radicalement différent. Déjà, c'est une collection d'entretiens, de conférences avec des chapitres inédits au sujet d'un bouquin qu'il avait publié auparavant. Bref, son livre est une conversation. Il prend en compte à la fois l'auditoire avec lequel il discute, mais aussi le lecteur avec lequel il va rentrer en conversation, notamment avec une structure très particulière, une structure non linéaire, avec un système de Scully, un système de notes. On est sans cesse en train d'aller en avant dans le bouquin, d'aller en bas des pages, puis en haut, puis de retourner en arrière. C'est un système extrêmement complexe qui fait de son bouquin un genre de jeu de bistes. C'est très étonnant à voir. Bref, il n'y a pas de linéarité, et donc on peut le lire un peu dans l'ordre qu'on veut. D'un côté, on a un refus total de l'autre, individualisme, qui met en scène un destin prépondérant sur le réel. D'un autre côté, on prend en compte l'autre et le réel devient le plus important par rapport au destin. Très rapidement, parce que finalement, c'est pas si intéressant que ça, mon rapport à On ne badine pas avec l'amour et la question de l'enseignement. Parce que c'est une œuvre du bac. La question de l'enseignement, elle est prépondérante aussi chez Michéa. Il écrit ça, la seule question qui doit se poser est de savoir si nous voulons éduquer une génération de consommateurs égocentrés en symbiose parfaite avec la logique libérale, ou, à l'inverse, une génération capable de résister radicalement à cette logique et de reprendre à son compte, sous les formes qui seront les siennes, l'idéal d'une société réellement humaine. Et donc c'est un peu ça notre rôle. Bon, comment est-ce qu'on fait quand on enseigne le français en première pour le bac ? Déjà, le bac, c'est une nouvelle mouture. La réforme, elle date de 2019 et personnellement, je suis un fervent défenseur du changement du bac. On n'est pas nombreux, on va pas se le cacher. Pourquoi est-ce que je suis un fervent défenseur ? Parce que, tout simplement, c'est un bac qui va valoriser le travail régulier des élèves tout du long de l'année. Ce qui n'est pas une mince affaire, finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, du fait de ce bac, on observe une hausse de la réussite des élèves. Sauf que, on se rend bien compte qu'on ne peut pas associer la hausse de niveau des élèves au bac et la hausse des élèves de manière générale. Il ne serait pas complètement déconnant de postuler que les élèves ont des meilleures notes parce que les exigences sont un peu plus basses. On se rend compte que finalement, nous, professeurs, on est soumis à ce qu'on appelle un double blind, c'est-à-dire qu'on est aveuglé de deux manières différentes. D'un côté, on est censé s'opposer parce que voilà, on est des profs, on est réactionnaires, etc. Et d'un autre côté, on se réjouit des avancées qui sont possibles grâce à ces réformes. Quand on prend finalement simplement le lien entre le collège et le lycée, je parle même pas du lycée et du post-bac, mais quand on discute avec les inspecteurs, le collège c'est le collège, le lycée c'est le lycée, et donc du coup il ne faut pas que le collège soit un propédeutique au lycée, ça c'est texto ce que m'a dit mon inspectrice pour ma validation d'examen, le collège ne peut pas être une propédeutique au lycée, il ne faut pas préparer les collégiens au lycée. Bon, maintenant que j'enseigne au lycée, j'aimerais bien qu'on les prépare un peu au lycée parce que je me retrouve avec des trucs compliqués à gérer. Et je vous parle même pas du même problème entre le lycée et le post-bac, parce qu'évidemment, si le collège n'est pas une propédeutique au lycée, le lycée n'est pas une propédeutique au post-bac. Et donc, du coup, la question que j'aimerais poser, c'est quelles sont les exigences pour les élèves ? Est-ce qu'on pourrait avoir une certaine forme d'exigence morale, une certaine forme d'exigence intellectuelle dans ce qu'on présente aux élèves ? Pour ce qui est des professeurs, maintenant, oui, ok, super. Avant, on n'avait pas de programme. Maintenant, on a 3 œuvres au programme. Certes, on peut choisir, mais finalement, on ne peut plus choisir qu'entre 3. On n'a plus le choix, finalement. On avait un choix complet. Maintenant, on doit restreindre notre choix entre 3 œuvres au choix, justement, et parfois, on se demande un peu. Et ça pose aussi la question du choix de ces œuvres, justement. Pourquoi telles œuvres et pas d'autres ? Ce qui pose, de fait, la question de la culture générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres œuvres au bac que la sacro-sainte littérature française? C'est une question. C'est une question qu'on pourrait poser. Le parcours associé, non seulement on restreint le nombre d'œuvres, mais en plus on restreint le questionnement à l'intérieur de l'œuvre, j'y reviens pas. La question de l'économie libérale dans l'enseignement, je pense qu'on a tous en tête les heures de cours qu'on a données et qui n'étaient pas payées. Donc comment est-ce qu'on se saisit de ce problème-là ?
Je ne parle pas des manuels et des éditions spéciales bac qui, parce qu'elles sont soumises à ces pressions économiques, doivent sortir extrêmement rapidement et ont une qualité relativement médiocre à mon sens. La plupart des éditions ne problématisent même pas le parcours associé, ce qui fait qu'on a des propositions d'analyse et de lecture qui n'ont aucun sens par rapport au parcours. En d'autres termes, quelles sont les exigences pour les élèves, mais aussi pour les profs, en fait? Est-ce qu'on pourrait se saisir de ça pour revaloriser notre métier et revaloriser ce qu'on apporte aux élèves? Finalement, aussi bien les élèves que nous, les profs, on se retrouve face à un dilemme. Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce qu'on peut faire mieux? Quelle que soit la réponse qu'on choisisse, évidemment j'ai mis du bleu et du rouge, pas pour des raisons anodines, mais quelle que soit la posture qu'on choisisse, de fait, ça va poser la question du système politique qui les conditionne. Si on voulait être un peu utopique, on pourrait dire avec Michéa qu'il s'agirait de construire progressivement un contexte politique, social et culturel qui favorise indirectement les dispositions à l'égalité, à l'entraide et à l'amitié plutôt qu'à l'égoïsme et à la guerre de tous contre tous. Mais pour avoir expérimenté le travail de groupe, si c'est pas noté, les élèves ne travaillent pas. Si les groupes sont libres, ils se mettent par groupe de niveau. Et s'ils peuvent ne rien faire, ils ne font rien. Pourquoi? Pas à cause de l'école ou du travail de groupe, parce que rien en dehors de l'école ne les pousse à faire ça. C'est ça le problème politique qui nous est causé. Il est temps de conclure parce que, évidemment, désolé, j'espère que vous n'avez rien prévu, sinon vous pouvez encore partir. En quoi on ne badine pas avec l'amour révèle inconsciemment les fondements réels du libéralisme. On a vu dans une première partie qu'il y avait une fausse opposition entre le libéralisme de gauche et le libéralisme de droite. En d'autres termes, la pièce illustre par ses personnages eux-mêmes le postulat de Michéa sur les origines du libéralisme. Il s'agit d'un moyen axiologiquement neutre, sans bien ni mal, de contrôle de l'État, s'appuyant simultanément sur les mécanismes du droit et du marché. Dans une deuxième partie, nous avons vu les mécaniques inconscientes qui sous-tendaient et soutenaient le libéralisme. Et cette fois-ci, c'est par l'analyse des intrigues et non plus des personnages que nous avons montré les ressorts inconscients pour contrôler de manière pérenne et surtout consentie. Enfin, nous avons pu questionner la notion même de libéralisme en montrant par l'analyse de la pièce la contingence aussi bien des fondements que des modes d'emprise du libéralisme, en essayant de porter un regard nouveau et critique sur la notion. Donc l'idée, c'est premièrement de considérer que la pièce est une mise en scène d'un système politique qui se met en place au 19e, puis une systématisation politique. Ce qui se met en place va se répandre et contaminer un petit peu toutes les strates de la société. Et enfin, c'est la mise en scène d'une systémie politique. Une fois que le système est en place, nous n'avons même plus conscience de ce système. Quand on enseigne la guerre froide aux élèves, et ils sont toujours en train de nous dire oui, mais quand même, en Union soviétique, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était de la merde. En fait, autant que nous, on se rend compte des problèmes liés au capitalisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est intégré dedans, et pour l'instant, on a du mal à prendre du recul sur la notion et à l'interroger. Pour conclure, je laisserai la parole à Jean-Claude Michéa. S'il est ainsi toujours exact que l'homme n'est pas égoïste par nature, il est non moins exact que le dressage juridique et marchand de l'humanité crée jour après jour le contexte culturel idéal qui permettra à l'égoïsme de devenir la forme habituelle du comportement humain. C'est absolument déprimant, donc je ne laisse pas là. Il en a parfaitement conscience, donc il va citer un autre bouquin, un extrait du coup de la petite métaphysique des tsunamis, dans lequel Jean-Pierre Dupuy dit ceci: lorsqu'on annonce afin de l'éviter qu'une catastrophe est sur le chemin, cette annonce n'a pas le statut d'une prévision au sens strict du terme. Elle ne prétend pas dire ce qui sera l'avenir, mais simplement ce qui l'aurait été s'il n'y en avait pas pris garde. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec cette conférence. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Contrairement à Musset, je ne crois pas en un destin politique. Par contre, il est important d'avoir ce recul critique sur la notion et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Je vous remercie de votre attention.